Le convoi, c'est un double témoignage, un double récit finalement, puisque d'une part je raconte, et c'est la colonne vertébrale du livre, la quête que j'ai menée pendant 15 ans pour retrouver une trace du moment où ma maman et moi avons quitté le Rwanda en survivant au génocide contre les Tutsis grâce à un convoi humanitaire. Mais en même temps, je raconte aussi ma survie finalement et ma traversée du génocide d'avril jusqu'au mois de juin 1994. Au départ, je cherchais une image, vidéo ou photo prise par des journalistes de la BBC au moment de la traversée, ce fameux 18 juin 1994, en espérant m'y retrouver dessus, moi et ma maman. Et finalement, cette image même, je ne l'ai pas trouvée, en tout cas je ne l'avais pas trouvée quand j'ai terminé le livre. Cependant, j'ai trouvé d'autres images et ces photos-là ont déclenché chez moi l'envie de retrouver les autres enfants qui se trouvaient sur ces photos. Et c'est ce moment de bascule où je passe d'une quête individuelle à un projet plutôt collectif qui est celui de retrouver les autres enfants pour leur ramener ce bout de mémoire dont ils n'ont même pas conscience forcément qu'il existe. Et à partir de là, c'est aussi l'envie de raconter l'histoire de ces convois, puisqu'il y en a eu plusieurs. Le travail qui a été fait de façon extrêmement courageuse par une poignée d'humanitaires, et au-delà, les destins des différents enfants sauvés grâce à ces convois. Il m'a fallu 15 ans pour dire « je » et aussi livrer ma vie nue, ce que jusqu'alors je m'étais toujours refusé de faire puisque j'écris depuis bientôt 10 ans, mais jusqu'à présent je n'ai publié que des textes de fiction, des nouvelles, des romans ou de la poésie. Et donc c'est un cheminement qui a été très long jusqu'à ce que je me sente quelque part autorisée à proposer ce jeu-là, mais je trouve qu'il n'a de sens et je ne le fais qu'à partir du moment où j'arrive à le réinscrire aussi dans un collectif, dans un nous qui est celui des survivantes et des survivants. Le livre est sorti il y a 4 mois maintenant et qu'en l'espace de ces 4 mois, j'ai été contactée par de nombreux autres enfants, qu'ils soient au Rwanda ou un peu partout dans le monde, qui se sont reconnus dans cette histoire, auxquels j'ai pu remettre des photos. Pour certains, ils se sont reconnus, d'autres, ils étaient dans des convois pour lesquels je n'ai pas de photos à ce jour. J'ai été contactée aussi par des humanitaires qui avaient, par exemple, j'ai eu le contact d'un monsieur burundais qui avait aidé les humanitaires à trouver des voitures pour transporter les enfants. Donc il y a toute une sorte de puzzle qui continue de se constituer et il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'ai une nouvelle pièce de ce puzzle. Il y a quelque chose d'extrêmement émouvant de pouvoir, par un livre, se retrouver notre histoire et pouvoir désormais l'écrire ensemble. Le génocide des Tutsis du Rwanda est assez symptomatique d'une façon qu'a le monde de considérer l'Afrique et surtout le fait que les faits historiques importants du continent ont longtemps été racontés au monde par des étrangers, des occidentaux. Dans le cas du génocide des Tutsis du Rwanda, des survivantes et des survivants ont témoigné très rapidement dès les premiers jours. Mais aujourd'hui, dans l'imaginaire mondial, dans ce que les citoyens des 4 coins de la planète, des 4 coins du monde connaissent, c'est essentiellement les récits écrits ou les films faits par d'autres. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer fondamentalement, et je ne suis vraiment pas la seule à le porter aujourd'hui, avec notre génération, ceux qui étaient des enfants ou des adolescents en 1994 et qui prennent la parole, que ce soit par des récits, par des films, par du théâtre, par différents moyens d'expression. Ce génocide a été rendu possible avant tout par un désintérêt, par une lâcheté, parce qu'on sait que
Il lui suffit de laisser les casques bleus qui étaient présents au lieu de les retirer. Il lui suffit de faire en sorte que les militaires qui n'étaient venus que pour évacuer leurs expatriés, les Belges et les Français restent. Et il suffit qu'il y ait une prise de position très claire de l'Église catholique dans ce pays qui était le plus croyant et le plus catholique d'Afrique pour que le génocide soit arrêté. Et tout cela n'a pas été fait. Il y a eu une sorte d'abandon et on nous a laissés seuls dans un huis clos avec les tueurs. Aujourd'hui, à mon tour, quand je vais intervenir, notamment auprès de collégiens, collégiennes ou dans des lycées, je ne parle pas uniquement de mon expérience de survivante du génocide des Tutsis du Rwanda. Je pense que c'est très important, même si ce sont des histoires différentes, des contextes et des époques différentes, de leur expliquer en quoi, comment un génocide est rendu possible. Dans tous les cas de génocide, il y a eu d'abord de la propagande, il y a eu une haine de l'autre qui a été lentement mais sûrement distillée à travers des messages, à travers des médias, à travers parfois des médias qui étaient très sympathiques, très attirants, comme ça peut être aujourd'hui le cas avec certains réseaux sociaux, qui sont pourtant complètement utilisés par des partis d'extrême droite ou qui peuvent être utilisés pour diffuser des messages racistes, antisémites, islamophobes, tous les messages qui permettent d'isoler une partie de la population. Il faut y faire face et mon expérience à moi n'a d'intérêt que si elle leur permet à eux aujourd'hui de devenir des citoyens et des citoyennes actifs et en capacité de dire non aux messages de haine, tout simplement.